Il est 13h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Afin de prévenir de potentielles incivilités sur nos routes, la police spéciale de la sécurité routière renforce son action sur le terrain par la conscientisation des automobilistes, mais également des sanctions. Avec notre reporter Lanciné Bakayoko, nous irons apprécier le travail de cette unité spéciale de la sécurité routière sur la route de Bassam. Reportage à suivre en ouverture de journée. Des centaines de chefs traditionnels de Korogo et leurs familles viennent de bénéficier de la prise en charge pour une année entière de tous les frais liés à la couverture maladie universelle. L'initiative est conduite par les cadres de la ville de Korogo. Objectif de cette action, amener ces chefs à prendre une part active à la sensibilisation des populations sur la CMU. Accusés par les autorités maliennes de collecter des renseignements au profit des groupes terroristes au Sahel et de leur larguer des armes et des munitions, la France réagit. L'ambassade française à Bamako sur son compte Twitter rappelle que la France n'a évidemment jamais soutenu directement ou indirectement ces groupes terroristes. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre pour cette édition. À tant de familles endeuillées et de destins brisés du fait des accidents de la route. Nous le disions à l'entame de cette édition dans les titres, eh bien, la prévention contre justement ces accidents s'accentue avec les actions menées par la police spéciale de la sécurité routière afin de prévenir de potentielles incivilités sur nos routes. Des actions terrain manifestées eh bien, à travers le déploiement de barrages intelligents sur les principaux axes accidentogènes, notamment la route de Grand Bassam. La campagne menée par les éléments de la police spéciale de la sécurité routière consiste à conscientiser les automobilistes en leur prodiguant des conseils, mais également à procéder par des sanctions quand la situation l'impose. Suivons ensemble ce reportage de notre reporter Lanciné Bakayoko. Ils sont à la tâche sur tous les axes majeurs du district d'Abidjan, mais cet après-midi, les éléments de la police spéciale de la sécurité routière ont investi le tronçon Abidjan-Grand Bassam, où le trafic routier est réputé très dense, notamment pendant les heures de pointe. Cette croisade ponctuée de sensibilisation et de répression vise à limiter les accidents de la circulation. Je pense que c'est ce que nous souhaitons d'abord pour la sécurité routière, pour que nos automobilistes sachent que nous sommes là avec eux. Mais pour quelque chose de plus sérieux, c'est la sécurité routière. Ces contrôles avec les barrages intelligents, les tests d'alcoolémie et la surveillance permanente du réseau à l'aide de la vidéoverbalisation sont au cœur des actions de terrain. Il s'agit de traiter en amont les causes des accidents en mettant notamment hors de la circulation les véhicules mécaniquement défaillants et les conducteurs pratiquant la vitesse au volant. Justement, ce genre d'action, ça permet aux usagers, aux personnes qui ont les voitures, les véhicules, à faire plus attention, soit à faire attention à leurs documents administratifs, concernant les papiers, l'assurance et autres, soit concernant la vitesse, de faire plus attention à la réglementation qui est en vigueur. Au cours de ces 5 dernières années, le ministère des Transports enregistre annuellement plus de 12 000 accidents corporels, au moins 1 200 tués et plus de 21 000 blessés, pour une perte moyenne de 3% du PIB. Et on change de registre pour parler du processus d'élaboration du plan national de formation en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption qui a été lancé en présence des représentants des administrations publiques et la société civile. L'initiative est du ministère de la promotion de la bonne gouvernance sur les enjeux de cette opération qui a été confiée à un cabinet privé international. Retrouvons Dangui Dangui. Dans sa croisade contre la mauvaise gouvernance et la corruption, la Côte d'Ivoire veut se doter d'une autre arme. Le processus d'élaboration du plan national de formation en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption a été lancé ce jeudi. Piloté par un cabinet privé international, ce processus devrait donner naissance à un catalogue de modules de formation ou à un outil pédagogique efficace dans la prévention de la corruption. Il y a 2 axes majeurs sur cette question de formation. Il y a la promotion de la bonne gouvernance, il y a la lutte contre la corruption, il y a les questions de leadership, il y a les questions d'induction training. Quand vous prenez fonction, qu'est-ce que vous devez faire dans votre fonction? Vous êtes nommé ambassadeur aujourd'hui, comment vous devez vous comporter? Qu'est-ce que vous devez faire pour réussir votre mission? Quels sont les actes de corruption qu'il faut éviter? Qu'est-ce que la corruption dans sa pratique? Donc c'est tout ça qui sera mis dans un plan
et donc qui sera formé, qui va former les membres des cabinets, les responsables des institutions, les personnes qui seront nommées à des postes pour qu'ils puissent inculquer les valeurs d'intégrité et de redevabilité dans la gestion quotidienne qu'ils auront à effectuer. Le processus d'élaboration du plan national de formation en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption va s'appuyer sur des équipes pluridisciplinaires et expérimentées composées de représentants des administrations publiques et de la société civile, selon le cabinet en charge du projet. Il y a quelques semaines, le gouvernement a inauguré une autre arme contre la corruption, à savoir Spatia, système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées, ceci en vue de faciliter le travail des dénonciateurs et des lanceurs d'alerte. Il y a eu signature de protocole d'accord hier mercredi entre le Fonds de développement de la formation professionnelle et le Conseil national des branches professionnelles. Par cette signature, le Conseil national des branches professionnelles sollicite la contribution du Fonds de développement de la formation professionnelle dans la formation et le développement du capital humain des entreprises. Précision de Frédéric Oulaï et de Franck Quezio. Dans le contexte de la réalisation du Plan national de développement PND 2021-2025, l'État ambitionne la structuration de l'économie ivoirienne. L'atteinte de ces objectifs a nécessité entre autres la mise en place par le gouvernement d'instruments dédiés à la formation et au renforcement des capacités des entreprises, notamment le Conseil national des branches professionnelles, CNBP. Cette signature de convention entre le Fonds de développement de la formation professionnelle et le CNBP vient définir les conditions et modalités de collaboration en matière de développement du capital humain. On formait beaucoup plus de chômeurs que de jeunes gens appelés à l'emploi. Donc il nous a paru nécessaire de réfléchir sur la question. Mais quand on parle d'emploi, quand on parle de tissu économique, on ne maîtrise pas bien, on ne connaît même pas bien l'entreprise. On ne connaît pas nos potentialités au niveau de l'économie nationale. Vous mesurez bien que ça nécessite un financement, ça nécessite un accompagnement. Et les missions du FDFE vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que la formation des compétences, accompagner les formations, accompagner les entreprises dans leurs besoins de formation. Deux activités majeures doivent être menées. Associer les branches professionnelles à l'identification de leurs priorités de formation, associer les branches professionnelles à la présélection des projets à financer. En termes de formation, ce troisième PND entend également doubler le nombre d'apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est-à-dire passer de 415 apprenants pour 100 000 habitants en 2019 à 828 apprenants en 2025. Parlons à présent d'insertion des jeunes. Les élus locaux invités à s'investir dans la mise en œuvre de projets visant à l'insertion justement des jeunes dans leur localité. C'était au cours d'une rencontre qui a vu la participation du ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique, Touré Mamadou, Laure Goretti et Franck Quezio. Cette année, la Côte d'Ivoire a lancé la phase 3 de deux importants projets pour l'insertion des jeunes. Le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC coût 86 milliards de francs CFA et le contrat de désendettement et de développement CD2 Emploi à hauteur de 53 milliards de francs CFA. Pour la réalisation efficace de ces projets, l'approche de la maîtrise d'ouvrage à déléguer avec les régions est préconisée. Et le ministre de la Promotion de la Jeunesse, le BCP Emploi et les collectivités territoriales se rencontrent afin de définir les rôles. Cette réunion a réuni les régions, les ministres-gouverneurs, les préfets de régions, non seulement pour nous approprier le contenu de ces programmes, mais voir les meilleures articulations, un meilleur suivi de ces ateliers sur le terrain. Et nous avons souhaité pérenniser l'approche d'intervention par maîtrise d'ouvrage déléguée. Et les régions vont jouer un rôle important. On a insisté sur la nécessité de porter à l'attention de la communication les actions qui sont menées. Tout ce que nous allons entreprendre désormais sera sur la base des plans de développement locaux que nous allons financer pour pouvoir permettre d'avoir un impact réel sur la vie des populations. Dans ce dispositif, les régions seront donc en charge de la mise en œuvre et les ministres-gouverneurs en charge du suivi au compte du gouvernement. Nous, en tant que Bagoué, nous avions pris le programme très au sérieux. En tant qu'élus locaux, nous sommes des cadres d'abord de ce pays qui ont des structures et qui peuvent gérer. Notre mission générique, c'est de faire la coordination
et nous allons jouer notre rôle dans la mise en œuvre des actions en faveur de la jeunesse. PGDEC 3 et CD2 Emploi 3. 2 programmes qui, selon la tutelle, vont impacter près de 1 million de jeunes en Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'insertion des jeunes. Du côté de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, l'heure était à la fête à l'occasion de la sortie de la 33e promotion de cette académie. 200 étudiants en fin de formation ont été célébrés à l'occasion, des étudiants de différentes nationalités, bien formés selon les experts. Événement couplé avec la commémoration du 35e anniversaire de cette institution sous-régionale. C'était en présence du ministre des Transports, Amadou Koné. Le récit de Dangui Dangui. Remise de bas, remise de prix aux meilleurs élèves, pose d'épaulettes. Le baptême de la 33e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer sur fond de commémoration du 35e anniversaire de cette institution a tenu ses promesses du point de vue des étudiants en fin de formation. J'ai plusieurs options, non seulement parce que déjà ma filière ingénieur en management des activités maritimes et portuaires, elle me permet de travailler un peu dans plusieurs secteurs. De la main-d'œuvre qualifiée indispensable au développement des échanges commerciaux internationaux, dont 80% se font en mer. La présence des acteurs du transport maritime à cette cérémonie en est une illustration. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer veut être à la hauteur de ces enjeux, selon son directeur général qui souligne par ailleurs les défis auxquels son institution est confrontée. Les grands défis, c'est d'abord les problèmes, les questions des stages pour nos enfants, des stages embarqués surtout. Les stages sur les navires, vous savez qu'on n'a pas de navires en propre, donc nous devons négocier avec les compagnies maritimes. Et donc c'est ça l'un de nos grands défis, parce que s'ils finissent, ils ont une très bonne formation. Et après leur formation et après leur stage, ils ont des emplois. Donc le problème, c'est de devoir trouver le stage entre-temps. Ça, c'est l'un des premiers grands défis. Après avoir relevé que les États membres de cette institution sous-régionale ne payent pas leurs cotisations, Amadou Koné, parrain de la 33e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et par ailleurs ministre des Transports, a demandé aux partenaires techniques de venir au secours de cette institution. Pour développer un programme de formation maritime ambitieux, l'appui de nos partenaires est donc indispensable. C'est le lieu de rappeler aux États membres leur obligation de contribuer plus activement à son fonctionnement par le paiement des différentes contributions. Autre temps fort de cette cérémonie marquant la fin de la formation de 200 étudiants, ce défilé qui a mobilisé l'intérêt des autorités, des parents et amis des étudiants. Un reportage signé Dangui Dangui. Le siège de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire a abrité une cérémonie de distribution de diplômes à 125 étudiants en licence et master issus de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Désormais en possession de leur parchemin de fin de formation, ils pourront débuter leur carrière d'architecte pour les uns et d'urbaniste pour les autres. C'est Forazegui. Ces 125 diplômés sont issus de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Après plusieurs années de formation, ils reçoivent enfin leur parchemin, signe de leur appartenance à l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et celui des urbanistes. C'est un métier passionnant, vraiment que je recommande à beaucoup de mes jeunes frères et tout, parce que c'est vraiment un métier passionnant qui aide à développer le pays. Bon, faut dire que bien qu'après 5 ans aujourd'hui d'activité, d'expérience, c'est toujours une joie de recevoir un diplôme parce que c'est l'accomplissement de plusieurs années de travail, d'acharnement, de sacrifice et puis de dévouement. Cette école interafricaine a pour mission d'assurer la formation des étudiants des 14 pays membres d'Afrique francophone en architecture, urbanisme et en gestion urbaine. Depuis la création de l'école, le pays ne cesse de former des architectes, des urbanistes, des gestionnaires urbains. Nous nous en réjouissons fortement. C'est le lieu de renouveler notre gratitude au gouvernement de Côte d'Ivoire pour ses immenses appuis, notamment sa présence régulière au conseil d'administration, sa présence au sein de l'équipe directoire de l'EAMO, au grand jury
annuel de l'EAMO ainsi que ses contributions financières. Au nom du ministre Adama Diawara, le professeur Arsène Kobeya, le directeur de cabinet, loue la détermination des étudiants qui ont su braver les difficultés pour parachever leur formation. C'est dense le travail que vous avez fait et je voudrais que vous mettiez cette compétence au service de la Côte d'Ivoire. Ces étudiants devront effectuer 2 années de stage pratique dans un cabinet ou dans l'administration pour valider leur diplôme. Créé le 16 décembre 1975 à Kigali au Rwanda, à l'initiative des États africains unis au sein de l'Organisation commune africaine et malgache OCAM, l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme a son siège basé à Lomé au Togo. Elle a formé jusqu'à ce jour plus de 3000 diplômés. Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi à 17 août 2022 47 nouveaux cas de Covid-19 sur 142 échantillons prélevés, soit 4,1% de cas positifs, 33 guéris et 0 décès. À la date du 17 août 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 86 256 cas confirmés, dont 85 268 personnes guéries, 817 décès et 171 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 597 153. Le 16 août 2022, 16 052 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 097 022 doses du 1er mars 2021 au 16 août 2022. Ils peuvent remercier les cadres de leur ville, Korogo, pour ce geste de solidarité et d'amour témoigné à leur endroit. Des centaines de chefs traditionnels de Korogo et leurs familles viennent de bénéficier de la prise en charge pour une année entière de tous les frais de prestation liés à la couverture maladie universelle. L'initiative est conduite par les cadres de la ville de Korogo et les premiers chefs traditionnels viennent de recevoir leur carte des mains du ministre de la Communication et de l'économie numérique. Il s'agit pour les cadres surtout d'amener ces chefs à prendre une part active à la sensibilisation des populations sur la CMU. Ami Sissoko. Couverture maladie universelle. Plus de 500 chefs de village et les membres de leur famille du département de Korogo reçoivent leur carte CMU. Ils bénéficient d'une année de prestations gratuites offertes par les cadres du Poro. À leur tête, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly. Une action qui réjouit les bénéficiaires. Le jour que cela avait été annoncé ici, il y a beaucoup qui avaient cru que c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons les éléments palpables. On nous les a remis. Nous vous en remercions infiniment. À 1 000 francs par personne et par mois, la CMU vise à garantir à l'ensemble des populations Côte d'Ivoire l'accès à des services et à des soins de santé de qualité à moindre coût. Il faut apporter une réponse appropriée aux difficultés d'accès aux soins de santé des populations. Il faut faire bénéficier toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire d'une couverture maladie de base. Il faut renforcer le système national de santé en y apportant des ressources additionnelles. À terme, dans le département de Korogo, ce sont plus d'un millier de chefs de village, de quartier et les membres de leur famille qui bénéficieront d'une année de prestations gratuites de la CMU. Selon le ministre Amadou Coulibaly, cet élan de générosité va s'étendre aux autres départements de la région du Poro. L'action est saluée par le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Issa Coulibaly. Cette action a été initiée bien avant votre entrée au gouvernement, ce qui lui confère encore plus de mérite et d'éclat. Quand le président de la République parle de Côte d'Ivoire solidaire, c'est l'affaire de tout le monde. Vous le démontrez chaque jour que Dieu fait. Nous avons décidé de nous donner la main afin d'offrir à nos chefs de village ces cartes de la couverture maladie universelle, avec pour objectif non seulement de leur offrir une couverture maladie, mais également de contribuer à la promotion de la couverture maladie universelle voulue, décidée par le chef de l'État. À la date d'aujourd'hui, le Poro enregistre 90 434 personnes enrôlées et 62 592 cartes CMU distribuées.
Ils sont rentrés de colonie de vacances tout souriants avec en mémoire de beaux souvenirs, heureux d'avoir partagé des moments de découverte et de joie pendant quelques semaines. Ce sont les enfants des agents de la RTI. Une colonie de vacances, initiative du Fonds de soutien au personnel de la RTI qui s'est achevée le 14 août dernier. Une fête de fin de séjour a été organisée pour ces colons en présence de leurs parents. Reportage de Khalil Diomandé, commenté pour vous par Godefroy Okampawa. Ambiance bon enfant au centre culturel d'accueil Le Bon Berger de Toumoudi. Une fête pour marquer la fin de séjour de la colonie de vacances des enfants des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Ces jeunes colons, au nombre de 30, ont été plongés dans l'univers touristique de la Côte d'Ivoire. L'hôtel parlementaire, la basilique Notre-Dame de la Paix et la fondation Félix Houphouët-Boigny ont été visités. Mieux, ce parcours a été une aubaine pour renforcer les capacités des tout-petits et leur inculquer les valeurs de civisme. Sous le regard de leurs géniteurs à la cérémonie de clôture, ils font l'étalage du savoir-faire culturel et artistique dont ils ont bénéficié. Cette première édition des colonies de vacances aura tenu ses promesses. Les enfants ainsi que leurs parents expriment le désir de revivre l'expérience. Cette première édition nous a appris non seulement le vivre ensemble, l'amour du prochain, le respect de l'autre, mais nous a-t-elle aussi permis d'élargir davantage nos habiletés manuelles, notre champ de patrimoine culturel à travers plusieurs visites. En un mot, ce fut une belle expérience à nous vécue que nous souhaitons voir se perpétuer au fil des ans. Aujourd'hui, on a vu que les enfants avaient d'autres potentialités au-delà de ce qu'on savait. Je remercie vraiment la présidente du fonds et tous ses collaborateurs, le directeur général et tout l'ensemble de la RTI. La colonie a duré 3 semaines et s'est soldée par la délivrance d'un certificat de participation. Voilà, des colons heureux de retrouver également leurs parents en direction le canton Calais dans le département de Danané qui a abrité un tournoi de football doté du trophée Edwige Diety, un tournoi pour promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale. 20 villages en préparent à ce tournoi, une façon pour les populations de cette localité de promouvoir la réconciliation et la cohésion sociale par le sport. On change de registre pour parler cette fois de religion. Après 2 années de suspension pour raison de crise sanitaire Covid, les musulmans de Côte d'Ivoire, comme ceux des autres pays, ont pu effectuer le grand pèlerinage en terre sainte d'Arabie Saoudite, le Hajj. Et pour la reprise, les pays participants au pèlerinage ont dû revoir à la baisse le quota de pèlerins conformément aux exigences des autorités saoudiennes. Seuls 4527 pèlerins ivoiriens ont pu embarquer en direction de l'Arabie Saoudite pour le pèlerinage. Nos envoyés spéciaux, Mahama Traoré et Aziz Ganiou, reviennent sur l'organisation de la participation ivoirienne au Hajj 2022. Après 3 semaines d'intense adoration, ces pèlerins ivoiriens s'apprêtent à rentrer au pays. Ces préparatifs consistent à peser et à enregistrer les bagages 48 heures avant le départ du vol retour. Une opération minutieuse à faire pour les 430 passagers de chacun des 8 vols charter, retour pour Abidjan. Alors le commissaire du Hajj veille au bon déroulement des manœuvres. Celles qui sont en rang là, c'est quoi? C'est pour faire les enregistrements de leurs bagages pour la sécurisation à Abidjan. Après chaque opération de pesée, on transmet la liste de la pesée aux autres. Donc ça, c'est les coupons que les pèlerins doivent présenter. Après le culte du pèlerinage en terre sainte d'Arabie Saoudite, le défi pour Imam Bachir Ouattara et ses équipes est d'assurer un retour serein au pays et surtout éviter de nouveau le couac survenu dans la nuit du 1er juillet dernier où plusieurs candidats au Hajj protestaient de n'avoir pas pu embarquer à bord du dernier vol charter pour l'Arabie Saoudite, faute de visa. Beaucoup de candidats sont venus à la mosquée sous prétexte ou bien peut-être en espérant que c'était le vol de ramassage et tout le monde pouvait partir. Alors que nous avons un quota qui est connu, ce quota ne peut pas être augmenté même d'un seul pèlerin. Nous leur demandons de rester calmes, d'accepter avec la spiritualité, d'accepter, comme l'avons dit, que le Hajj est un appel de Dieu. Le Hajj 2022 est celui qui s'ouvre au monde après 2 années de suspension en raison de la pandémie de Covid-19. Cette année, le royaume saoudien comptait autoriser 1 million de pèlerins au lieu du double en moyenne, comme lors des éditions d'avant 2019. Finalement,
Plus de 899 000 croyants ont pu accomplir ce devoir religieux. Une édition test censée relancer l'économie locale affectée par la pandémie de Covid-19. Chaque année, le petit et le grand pèlerinage rapporterait à l'Arabie Saoudite environ 10 milliards d'euros. Une manne engrangée essentiellement par l'hôtellerie, les transports et les petits commerces. Concernant la Côte d'Ivoire, elle a eu droit cette année à un quota de 4 527 pèlerins. Outre le commissariat du Hajj, le consulat général de Côte d'Ivoire à Djeddah est chargé de discuter avec les autorités saoudiennes en vue de faciliter le séjour des pèlerins ivoiriens en Terre Sainte. Une représentation diplomatique créée depuis 2003 à cet effet. L'aéroport a été fermé le 3. C'est un exemple que je donne par rapport au soutien des autorités saoudiennes. Alors, en collaboration avec mon collègue de Riyad, nous avons soumis une demande de dérogation spéciale pour l'ouverture pour une trentaine de pèlerins qui étaient restés en Côte d'Ivoire. Je pense que notre appel a été entendu. Le délai a été repoussé au 8 juillet, ce qui a permis à ces derniers pèlerins d'entrer en Arabie Saoudite. Sur les 4 527 pèlerins ivoiriens, 3 651 étaient au compte du contingent étatique, tous sous la coupole de 270 encadreurs chargés de les transporter, de les héberger, de les restaurer, de veiller à leur sécurité, leur santé et par-dessus tout, de les guider dans l'accomplissement des différents rites liés au pèlerinage. Mais il se trouve que la gestion des rapports humains entache bien souvent l'exécution de cette noble mission. Lorsqu'on essaie de vraiment faire de notre mieux pour pouvoir les aider, n'est-ce pas, et le temps que cela peut prendre, n'est-ce pas, ça paraît souvent, ce temps paraît un peu long, et si bien qu'il y a certains pèlerins, n'est-ce pas, qui perdent patience. Tout au plus, nous avons 46 pèlerins pour un encadré, sinon souvent même moins. Ce n'est pas facile de gérer les pèlerins, mais nous avons un slogan. Notre slogan est que c'est l'encadré qui doit comprendre le pèlerin. Le pèlerin n'est pas obligé de comprendre l'encadré. Dans son déroulement, le Hajj offre l'opportunité aux croyants venus en Arabie Saoudite, berceau de l'islam, de visiter des lieux saints et historiques. Un séjour marqué de plusieurs étapes cultuelles, notamment les prières dans les mosquées sacrées de Médine et de la Mecque, l'accomplissement du petit pèlerinage au Umrah, la station au pied du mont Arafat et sur les sites saints de Muzdalifa et de Mina, ou encore les séquences liées à la lapidation des stèles incarnant le Satan. Tout ce parcours requiert du fidèle une intense contribution physique, alors de plus en plus, les guides religieux recommandent aux jeunes de s'y atteler. Ce qui fait que les jeunes n'aiment pas aller au Hajj étant jeunes, c'est juste qu'une fois qu'ils viennent au Hajj, l'après-Hajj ne pourra pas vraiment se contenir. Mais il faut venir demander à Allah de t'aider à pouvoir te continuer après le Hajj. Le pèlerinage en Terre Sainte est le 5e pilier de l'islam dont sont tenus de s'acquitter ceux qui en ont les moyens. Selon les 7 Écritures, exécuter ce culte sans comportement désobligeant garantit aux pèlerins la rémission totale de ses péchés et le paradis. Quand tu vois le petit lit, le multimilliardaire auprès de toi, celle qui n'a pas l'argent auprès de toi, vraiment c'est la croyance totale et c'est la soumission à Dieu. Ce que je retiens du Hajj surtout, c'est l'humilité. Il faut être humble dans la vie. Le Hajj m'a apporté beaucoup de foi, beaucoup de paix intérieure, franchement beaucoup de paix. À présent, jeunes ou adultes pèlerins doivent veiller à préserver les acquis de ce devoir religieux. C'est une nouvelle page que la personne commence, doit ouvrir dans sa vie. Donc le Hajj doit avoir un impact positif dans son comportement, que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, son rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et également avec les créatures, ses semblables. Comme à l'issue de chaque édition, le commissariat du Hajj prévoit de tenir un séminaire bilan dans les semaines à venir afin de dresser le bilan. En attendant, les imams ont une fois de plus porté le pays en prière. Depuis la station sainte de Mina, pour l'occasion, le Coran a été lu à 31 reprises. Hajj 2022, la grande reprise après 2 années de suspension, un sujet signé à Mahama Traoré et Aziz Ganiou. Dans l'actualité internationale, dans une lettre adressée aux Nations Unies en début de semaine, les autorités maliennes accusent la France de collecter des renseignements au profit des groupes terroristes au Sahel, de larguer des armes et des munitions sur son compte Twitter. L'ambassade française à Bamako a posté dans la soirée d'hier une succession de messages dans lesquels elle revient sur la mission antiterroriste menée au Mali. Elle rappelle que la France est intervenue au Mali entre 2013 et 2022 et à la demande des autorités maliennes et que durant cette période, la France a libéré de nombreuses
ville malienne qui était tombée entre les mains de terroristes. L'ambassade répond que la France n'a évidemment jamais soutenu directement ou indirectement ces groupes terroristes. Et puis, toujours dans l'actualité internationale, en Afghanistan, une puissante explosion s'est produite hier mercredi dans une mosquée de Kaboul, la capitale afghane. 21 personnes ont perdu la vie au cours de cette explosion. Selon la police, cette attaque intervient alors que le régime taliban vient de célébrer le premier anniversaire de sa prise du pouvoir en Afghanistan. Cet attentat à la bombe n'a pour le moment pas été revendiqué. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.